En octobre 2025, le silence du Sahel a cédé la place au vrombissement précis des drones au-dessus du Burkina Faso. Des décennies durant, ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest subissait une guerre diffuse. Puis d'un soudain, la chasse s'est inversée et les traqués sont devenus chasseurs. Mais que vaut une victoire quand elle naît d'une telle bascule, quand Ibrahim Traoré cristallise à la fois l'audace, le risque et l'espoir d'un État en reconquête. Là où la peur régnait, monte désormais une autre pulsation, une coordination méthodique, posée, qui rend au ciel burkinabé le calme vigilant d'une souveraineté reprise. Ce récit n'est pas une chronique de guerre, mais une équation risquée. Jusqu'où un pays peut-il aller pour redevenir maître de son propre ciel ? Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a promis plus qu'une simple victoire militaire. Il a promis la réinvention de son identité. Cette promesse, immense et fragile, tient dans une formule: sécurité avant tout, mais pas au prix de l'âme nationale. Dans les villages du Nord, la rumeur des drones est devenue la bande sonore d'une indépendance renaissante. Mais chaque vol, chaque frappe, expose une tension brutale entre souveraineté et sacrifice. Les familles déplacées, les hôpitaux à court de ressources, les enseignants mobilisés pour la logistique, tout cela compose le prix réel d'une liberté reconquise. Et pourtant, malgré les doutes venus de l'étranger, une conviction s'impose. La survie, ici, n'est plus négociable. Le pari d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement militaire. Il est moral, presque existentiel. La question n'est donc plus s'ils peuvent gagner, mais s'ils peuvent tenir sans se perdre. La révélation s'est produite à la mi-octobre 2025. Un convoi armé repéré près de Djibo a été détruit en moins de 5 minutes par un drone burkinabé. Ce chiffre, modeste sur le papier, a marqué un tournant stratégique, la preuve tangible que la guerre pouvait être menée selon les règles de précision, non de panique. Ce mini-révélateur, appuyé par 3 frappes coordonnées entre octobre et novembre, a dévoilé une mutation plus vaste. L'armée du Burkina Faso, longtemps dépendante de l'aide étrangère, était désormais capable de concevoir, décider et exécuter seule. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce que les analystes ont nommé la guerre intégrée a pris forme. Drones, troupes au sol et volontaires civils synchronisés par un réseau de communication en temps réel. Chaque opération servait à tester la doctrine, rapidité, coordination, morale élevée. Le résultat fut immédiat, des routes rouvertes, des villages réoccupés, une confiance qui renaît. Mais derrière la technologie se cachait une philosophie, la réappropriation. Traoré répétait que la guerre ne devait plus être importée, ni dans ses méthodes, ni dans ses justifications. C'est cette idée, plus que les drones eux-mêmes, qui a redéfini le rapport de la population à son armée. Les habitants de Djibo, d'Arbinda, de Yamba ont cessé d'attendre le secours des grandes puissances. Ils ont commencé à regarder vers Ouagadougou. Pour la première fois depuis des années, les ondes radionationales ont diffusé non pas des appels à l'aide, mais des bilans d'opérations locales. Ce glissement sémantique, minime en apparence, marquait la reprise de contrôle symbolique d'une nation sur son récit. Et c'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré cesse d'être un nom propre, elle devient un vecteur, un catalyseur d'énergie collective, un visage dans lequel le peuple projette la revanche du possible. Au cœur de cette transformation, un personnage s'impose comme fil conducteur, un jeune capitaine de l'unité de coordination des drones, formé localement, symbole de la nouvelle génération militaire d'Ibrahim Traoré. Il ne parle pas comme un héros, mais comme un technicien. Pour lui, chaque vol réussi n'est pas une victoire spectaculaire, mais une preuve que le pays apprend enfin à penser en système. Sous son commandement, des volontaires civils, d'anciens fermiers ou enseignants deviennent les yeux du ciel burkinabé. Les premiers effets se font sentir dès novembre. Routes rouvertes, écoles partiellement réhabilitées, convois humanitaires protégés par des drones TB2 et des brigades locales. La population, d'abord méfiante, redécouvre une forme de participation directe à sa sécurité. Un agriculteur de Yamba résumait ainsi « Nous n'attendons plus la paix, nous la cultivons ». Mais cette renaissance reste précaire. Chaque avancée militaire s'accompagne d'un coût humain silencieux. Familles déplacées, infrastructures civiles réquisitionnées, économie ralentie. L'équilibre entre ordre et autonomie demeure fragile, suspendu à la discipline collective que Ibrahim Traoré tente d'instaurer.
Pourtant, dans cette tension naît un espoir concret, le sentiment que le destin national n'est plus écrit ailleurs. Ce soldat guide, comme tant d'autres anonymes, incarne la transition d'une armée d'attente vers une armée d'action. Le Burkina Faso découvre sa propre boussole, forgée dans la poussière et la rigueur. Et dans ce mouvement collectif, chaque citoyen devient un fragment du même horizon. So what? Quand la survie devient un projet partagé, la peur perd toute emprise. Tout a commencé par une série de signaux presque imperceptibles. Des mouvements inhabituels détectés autour de Djibo, des communications interceptées, un convoi suspect au crépuscule. Sous les ordres directs d'Ibrahim Traoré, le centre de commandement à Ouagadougou n'a pas attendu de validation étrangère. En moins d'une heure, les premiers drones ont décollé. La chasse venait de changer de camp. Les semaines suivantes ont suivi une cadence implacable. Le 8 octobre, au nord de Borzanga, une cellule militante spécialisée dans les attaques de drones fut neutralisée avant la tombée du jour. Une semaine plus tard, une autre frappe détruisit un dépôt d'armes près de Djibo. Le 25 octobre, les capteurs thermiques repérèrent une concentration de combattants dans une vallée isolée. Les missiles descendirent du ciel du Sahel et en quelques secondes, le feu remplaça la peur. Les combattants, qui jadis contrôlaient la nuit, disparurent avant même de comprendre. Ce que le monde ne voyait pas, c'était la logique méthodique derrière ces opérations. L'armée burkinabé n'agissait plus de manière défensive, mais proactive. Collecte de données locales, validation croisée par les VDP, frappe rapide, repli maîtrisé. Chaque mission était calibrée comme une expérience, mesurée, comparée, archivée. Les instructeurs étrangers observaient, incrédules, cette capacité d'adaptation née sans appui logistique majeur. Entre octobre et novembre, plus de 100 positions ennemies furent détruites ou dispersées. Les routes reliant Kaya, Djibo et Erbinda furent réouvertes. Pour la première fois depuis des années, les camions de vivres atteignirent les villages du nord. Les habitants commencèrent à croire que le ciel, autrefois symbole de menace, pouvait redevenir un espace de protection. Mais chaque victoire portait sa part d'ombre. Le risque d'erreur civile, la tension morale des commandants, l'épuisement logistique. Traoré insista pourtant. La peur ne doit plus gouverner. Son discours, sobre et direct, galvanisa les unités. Il répéta que cette guerre n'était pas celle des étrangers, mais celle du peuple. Ainsi, le combat prit une dimension nouvelle, militaire dans la forme, spirituelle dans le fond. La phase de déchocage commença alors. Les forces locales consolidèrent les positions, les ingénieurs burkinabés réparèrent les drones endommagés avec des pièces imprimées en 3D. Les radios communautaires diffusèrent les succès opérationnels du jour, mêlant témoignages et statistiques. Cette narration contrôlée devint un outil de cohésion. Les critiques occidentales, accusant Ouagadougou de dérive autoritaire, restèrent sans écho dans les villages. Là-bas, l'éthique ne se mesurait pas en protocole, mais en nuits de sommeil retrouvées. Et lorsque les caméras filmèrent un de Ibrahim Traoré saluant ses soldats dans la poussière d'Arbinda, une certitude s'imposa. La souveraineté, ici, n'était plus une théorie. Elle marchait, parlait et respirait. Elle s'appelait courage collectif. Entre octobre et décembre 2025, les opérations menées sous le commandement d'Ibrahim Traoré ont bouleversé l'équilibre du nord du Burkina Faso. Selon les comparaisons de terrain, avant la contre-offensive, seuls 42% des routes principales restaient praticables. À la fin de novembre, ce chiffre atteignait 78%, soit un gain de 36 points en 6 semaines. Chaque pourcentage représentait un corridor de vie retrouvé. Circulation des vivres, retour des enseignants, passage des ambulances. Deuxième donnée, le taux d'incidents armés recensé par les observateurs régionaux a chuté de 58% entre mi-octobre et fin novembre. Ce recul brutal, vérifié par imagerie et rapports civils, indiquait une désorganisation des réseaux extrémistes. Les frappes ciblées, combinées aux patrouilles locales, réduisaient la mobilité des groupes armés sans recourir à une escalade aveugle. Chaque mission était suivie d'un débriefing systématique, une pratique importée des standards de sécurité aérienne et adaptée aux réalités du Sahel. Troisième indicateur, la mobilisation populaire. Le fonds de soutien patriotique, né presque spontanément à Ouagadougou, a collecté plus de 100 milliards de francs CFA d'ici mi-2025, non par des prêts, mais par contribution citoyenne.
Ce chiffre stupéfiant, équivalent à près de 7% du budget national, témoignait d'un investissement moral rare, la défense comme acte d'appartenance. Pourtant, derrière ces statistiques se cachent des coûts sévères. Près de 28% du budget national a été consacré à la défense. Certaines écoles ont fermé, des hôpitaux ont différé leurs opérations chirurgicales. Chaque succès tactique absorbait une part du tissu civil. Les économistes burkinabés parlent d'un taux de souveraineté, la proportion de ressources internes consacrées à la survie de l'État. Malgré cela, la cohésion ne s'est pas effritée. Dans les marchés, les enseignants de Kaya donnaient un jour de salaire, les chauffeurs de taxi offraient une journée de gain, les agriculteurs partageaient carburant et récoltes. Ces gestes impossibles à quantifier formaient la véritable métrique du courage collectif. Ibrahim Traoré soulignait « Nos chiffres ne sont pas que des données, ce sont des battements de cœur ». Cette phrase résumait l'essence du redressement burkinabé, un équilibre instable entre précision technologique et ferveur populaire. Chaque pourcentage, chaque milliard n'avait de valeur qu'à travers la croyance qu'un pays pouvait, sans tuteur étranger, reprendre la main sur son destin. Et dans ce contraste entre rigueur des chiffres et chaleur humaine, le Burkina Faso traçait la ligne ténue d'une souveraineté conquise au prix du sacrifice. Deux visions s'affrontent désormais autour du modèle Traoré. La première, soutenue par ses partisans, affirme que le Burkina Faso a simplement repris ce qui lui revenait, le droit de se défendre, de décider, de croire sans permission. Selon eux, la centralisation du pouvoir, les restrictions de presse ou le report des élections ne sont pas des dérives, mais des mesures de guerre nécessaires à la survie d'un État cerné. Ibrahim Traoré, dans cette lecture, n'est pas un autocrate, il est le produit d'une urgence. Face à cela, les critiques, souvent occidentales, brandissent les principes de transparence et d'état de droit. Elles rappellent les journalistes arrêtés, les civils déplacés, les risques de militarisation de la société. Elles craignent qu'une victoire tactique n'engendre une défaite morale. Leur argument est solide. Aucune nation ne peut durablement se maintenir dans un état d'exception. Mais l'équation du Sahel n'obéit pas aux théories des think tanks. Ici, la survie n'est pas abstraite. Un village peut disparaître en une nuit, une école peut redevenir une base, une route peut se refermer sous la menace. Dans ce contexte, les dilemmes démocratiques prennent une autre densité. Traoré, disent ses soutiens, agit dans un temps d'urgence où la morale doit apprendre à respirer au rythme du danger. Le Stillman, c'est donc d'admettre la validité des deux logiques. Oui, la centralisation concentre des risques. Oui, sans discipline ni contrôle, toute révolution se dévore elle-même. Mais oui aussi, dans un pays où chaque minute peut faire basculer un front, la prudence excessive équivaut parfois à la capitulation. Le vrai débat n'oppose pas autoritarisme et liberté, mais peur et endurance. Et si le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, incarne une expérimentation radicale, c'est peut-être parce qu'il ose poser la question que d'autres esquivent. Jusqu'où faut-il aller pour mériter la paix ? Le silence est une arme. Cette phrase prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un briefing au front a circulé comme un mot de passe. Elle résume la bascule du conflit, la victoire du contrôle sur le chaos. Jusqu'ici, l'attention du monde se portait sur les drones, sur la tactique, sur la mécanique de guerre. Mais à mi-parcours, le véritable changement est ailleurs, dans la tête des citoyens. Les Burkinabés ont cessé de se définir comme victimes d'un désordre venu du dehors pour devenir les architectes d'un ordre intérieur. Le patriotisme n'est plus un slogan, mais une infrastructure psychologique. Dans les marchés, on parle de discipline nationale, dans les écoles, on enseigne la souveraineté comme une matière à part entière. Le pays se réécrit par ses propres mots, par sa propre grammaire du courage. Ce glissement intangible mais massif explique pourquoi la machine de guerre n'a pas craqué malgré la pression. Car derrière chaque frappe, chaque marche, chaque transmission radio, il y a une idée simple. La peur ne construit rien. Et c'est là que l'histoire d'Ibrahim Traoré cesse d'être militaire. Elle devient culturelle, un retour au pouvoir de croire. Les effets tangibles de cette métamorphose s'étendent bien au-delà du champ de bataille. 4 sphères en portant la marque. Économique, diplomatique, sociale et régionale, chacune liée d'une manière ou d'une autre à la trajectoire d'Ibrahim Traoré. Sur le plan économique,
Le rétablissement de la sécurité sur les axes routiers a permis le retour partiel des circuits commerciaux. Entre novembre 2025 et janvier 2026, les exportations agricoles vers le sud ont augmenté de 22%. Mais cette reprise reste fragile. L'investissement privé demeure timide et la militarisation absorbe près de 28% du budget national. Les économistes burkinabés parlent d'un dividende de survie, une croissance sans confort, alimentée par la résilience plutôt que par le capital. Sur le plan diplomatique, le ton ferme d'Ibrahim Traoré a redessiné les alliances. Le Burkina Faso, aux côtés du Mali et du Niger, s'est imposé comme cœur de la nouvelle alliance des États du Sahel. Mais cette posture indépendante attire sanctions et pressions. L'Union européenne réduit son aide, tandis que la Russie et la Turquie multiplient les signaux d'ouverture. La scène diplomatique devient un échiquier mouvant où chaque geste pèse plus qu'un traité. Sur le plan intérieur, dans les villes, la propagande patriotique rythme la vie quotidienne. Les chaînes publiques diffusent témoignages et funérailles en direct. Les hashtags pro-Sahel se propagent sur les réseaux francophones. Ce regain d'unité s'accompagne pourtant d'un coût social. Contrôle accru de la presse, fatigue morale, inflation persistante. Pour beaucoup, la liberté d'expression s'efface derrière la sécurité. Mais dans les rues de Ouagadougou, on répond « Mieux vaut se taire vivant que parler dans la peur ». Sur le plan régional, au Mali, au Niger et même au Tchad, l'exemple burkinabé inspire et inquiète. Des officiers étudient la doctrine Traoré, discipline, intégration, autodépendance. Certains y voient un modèle africain de défense souveraine. D'autres, la promesse d'une contagion autoritaire. L'Afrique de l'Ouest retient son souffle. L'expérience burkinabé pourrait devenir la preuve que la sécurité faite maison est possible, ou son contre-exemple. Ainsi, les victoires de 2025 n'ont pas seulement reconquis des territoires, elles ont déplacé les frontières du possible. Sous le nom d'Ibrahim Traoré, c'est une question qui persiste. Combien de temps une nation peut-elle rester en guerre sans perdre ce qu'elle voulait sauver? Alors que 2026 s'annonce, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso, 3 lignes de front possibles entre stabilité et rupture. Ainsi, dans le scénario le plus probable, le pays maintient un équilibre tendu. Les opérations militaires se poursuivent à un rythme modéré, les routes stratégiques restent ouvertes et l'appareil d'État consolide ses structures locales. Les aides régionales se substituent partiellement aux soutiens occidentaux. Ibrahim Traoré garde le cap, mais au prix d'une centralisation accrue. Le risque d'essoufflement social demeure, pourtant la foi populaire agit comme amortisseur. Dans une version plus favorable des événements, les alliances du Sahel se coordonnent avec succès. Les drones produits localement réduisent les coûts, les civils reprennent confiance et les ressources agricoles redynamisent le Nord. Les premières écoles rouvertes deviennent des symboles nationaux. Une politique d'économie de guerre organisée se transforme en programme de reconstruction ciblée. La diplomatie régionale s'affirme, le Burkina, jadis isolé, devient une référence d'autonomie africaine. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré entre dans l'histoire non comme un chef de guerre, mais comme un bâtisseur. Mais dans le cas le plus sombre, l'intensité du conflit s'accroît, les ressources s'épuisent, les sanctions se durcissent. Les tensions internes fracturent le consensus patriotique, les ONG se retirent et la population s'épuise. Le pouvoir acculé se referme. Les succès tactiques deviennent symboliques, les drones tombent plus souvent en panne qu'ils ne volent et l'armée s'essouffle. Dans cette hypothèse, la victoire devient mémoire, et la mémoire amertume. Entre ces 3 voies, une constante demeure, la dépendance entre la cohésion morale et la survie logistique. Aucun algorithme, aucun modèle extérieur ne peut la prédire. C'est une variable humaine, entretenue chaque jour par la conviction qu'Ibrahim Traoré incarne et que le peuple prolonge. La seule certitude, dans ce futur mouvant, est que la guerre a changé de nature. Elle ne se joue plus seulement sur la terre ou dans le ciel, mais dans la persistance d'un esprit. Dans les rues de Ouagadougou, les discussions ont changé de ton. On ne parle plus seulement de bataille, mais d'avenir. Les familles s'interrogent. Que restera-t-il quand le vacarme des drones s'éteindra? C'est là qu'Ibrahim Traoré, conscient du poids symbolique de son leadership, oriente le récit vers la reconstruction morale.
Les émissions de radio diffusent des témoignages d'enseignants revenus dans les écoles, de soignants réaffectés dans les dispensaires du Nord, de jeunes volontaires réparant les routes. Chaque histoire est une preuve de continuité, une manière de dire « nous ne combattons pas pour la guerre, mais pour la vie qui suit ». Les campagnes de sensibilisation menées par les étudiants, les associations de femmes et les diasporas traduisent cette volonté de rester acteurs du destin collectif. Traoré, dans ses discours, évite le triomphalisme. Il insiste sur la fatigue des soldats, la résilience des mères, la dignité silencieuse de ceux qui soutiennent sans être vus. Il sait que le ciment d'une nation ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans les gestes quotidiens. Partager le peu qu'on a, rester debout, espérer encore. Aux yeux du peuple, la guerre n'est plus une abstraction politique, mais une responsabilité personnelle. Le sentiment d'unité dépasse la peur. Le public, même fatigué, commence à entrevoir la promesse initiale, celle d'un Burkina Faso qui ne mendie plus son existence. Et si la paix devait venir, elle ne serait pas un cadeau, mais le fruit d'une endurance collective. La suite du redressement burkinabé ne repose plus seulement sur la force, mais sur la méthode. Ibrahim Traoré, dans ses allocutions récentes, a défini une trajectoire claire en 5 étapes, chacune mesurable, chacune ancrée dans le réel. D'abord, il faut sécuriser les infrastructures vitales. Les ingénieurs militaires doivent transformer les anciens dépôts en pôles mixtes, logistiques et civils, afin que les routes libérées servent à la fois l'armée et les communautés. Ensuite, réintégrer les déplacés internes. Les gouverneurs locaux reçoivent mandat d'identifier et de reconstruire 50 villages prioritaires d'ici 6 mois, avec aide humanitaire sous supervision nationale. Puis, rétablir les services essentiels. Les universités de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso forment des brigades sanitaires et éducatives. Objectif, 60% des établissements rouverts avant la saison des pluies 2026. De plus, rationaliser le budget de guerre. Le ministère des Finances applique un indicateur. Chaque franc investi dans la défense doit générer une externalité civile mesurable, sécurité alimentaire, emploi, formation. Enfin, ouvrir la transition politique graduelle. Traoré prévoit une convention nationale avant fin 2026, destinée à établir un calendrier électoral réaliste sans compromettre les acquis sécuritaires. Cette feuille de route, ambitieuse et concrète, vise à convertir la ferveur patriotique en gouvernance durable. Les partenaires régionaux observent avec prudence, tandis que la population exige transparence et résultats. Si ces 5 leviers se réalisent, le Burkina Faso pourrait devenir un précédent, celui d'une nation qui a transformé la guerre en apprentissage collectif. La caméra s'attarde sur une image simple, une mère vêtue de blanc se tenant près d'une tombe fraîchement refermée. C'est le même plan que celui diffusé en novembre 2025 lorsque Ibrahim Traoré s'était incliné devant la dépouille d'un jeune capitaine tombé à Djibo. À cet instant, le silence pesait plus lourd que tous les discours. Le deuil collectif s'était mué en serment. Cette scène, encore gravée dans la mémoire du pays, incarne le point d'équilibre entre douleur et dignité. Le visage de Traoré n'y apparaît pas comme celui d'un conquérant, mais comme celui d'un témoin, celui qui porte le poids de chaque vie sacrifiée. Dans les villages, on dit qu'à travers lui, le Burkina Faso apprend à parler sa propre langue du courage. L'émotion n'est plus tragique, elle est structurante. La guerre a cessé d'être un cri pour devenir une respiration. Et le message se répète, simple, presque chuchoté, quand chaque citoyen devient soldat, la défaite devient impossible. Dans ce refrain, tout un pays se reconnaît. Car si la victoire a un visage, il n'est ni celui d'un héros, ni celui d'un chef, mais celui d'une nation rassemblée dans la poussière, debout, lucide, encore en marche. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle se réécrit aujourd'hui, dépasse le seul cadre d'un conflit. Elle questionne notre époque. Que vaut l'indépendance quand elle n'est plus garantie par personne, sinon par ceux qui la vivent ? Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le pays rappelle au monde que la souveraineté n'est pas un mot ancien, mais une pratique quotidienne, exigeante, parfois douloureuse. Le ciel du Sahel, jadis territoire de peur, résonne maintenant d'une détermination neuve. Chaque drone, chaque main tendue, chaque voix qui refuse de se taire compose une part de ce récit collectif.
Et peut-être que dans cette poussière rouge et ces nuits sans sommeil se forge la définition moderne du courage. Tenir, même quand personne ne regarde. Alors, à ceux qui lisent, observent ou doutent, écoutez cette histoire, partagez-la, questionnez-la, non pour glorifier la guerre, mais pour comprendre ce que devient un peuple quand il choisit de se relever, parce que le silence, toujours, fut la première arme des puissants.